Voilà, bonjour à tous. Je suis très contente d'être parmi vous ce matin pour vous parler de l'expérience que nous avons à l'université concernant l'apprentissage autonome des étudiants, principalement de la première année universitaire. Ce que je vais vous présenter ce matin, c'est un accent plus spécifique sur ce que nous faisons concrètement au niveau des stratégies d'apprentissage des étudiants pour donc le programme spécifique dont je m'occupe. C'est un programme vraiment qui porte sur les stratégies d'apprentissage dans le cadre plus large de l'apprentissage autonome. Donc on ne traite pas directement, nous, de l'autonomie en tant que telle, mais évidemment, en rendant les étudiants plus stratégiques, disons que c'est en tout cas notre objectif, on s'inscrit dans plus d'autonomie chez les étudiants. Je vais vous expliquer un petit peu comment nous, on conçoit ce rapport entre les deux. Donc je présenterai brièvement la théorie dans laquelle on s'insère. Je vous montrerai les accents spécifiques sur les stratégies d'apprentissage que nous travaillons. Et puis, je vais surtout vous montrer des exemples de tâches concrètes que l'on travaille avec les étudiants dans le but de les rendre plus stratégiques et ensuite plus autonomes. Alors, je suis désolée, hein, c'est le passage d'un système à l'autre qui fait des petites transformations dans le PowerPoint, mais normalement, vous pourrez quand même lire plus ou moins normalement ce que j'ai préparé. Donc nous, notre population, c'est les étudiants de l'université, de toutes les facultés et évidemment de toutes les années, qu'ils soient en bachelor ou en master. Mais on met un accent, on l'avait imaginé comme ça au départ, l'accent sur la première année. On ne l'a jamais avoué parce qu'on est quand même un service et on anime des programmes qui sont offerts à tous les étudiants. Mais bizarrement, on se retrouve quand même avec plus d'étudiants en première année qui sollicitent nos services et notre aide pour apprendre des stratégies d'apprentissage. C'est évidemment pas une surprise, comme vous le savez, peut-être. Au terme de la première année, toute faculté de l'université confondue, on a environ 40% d'échecs. Dans ces échecs, il y a l'échec au cours, évidemment, une sanction par des notes insuffisantes, mais il y a aussi dans ces 40% les réorientations, les abandons, qui peuvent être des choses qu'on considère comme étant un échec, mais qui sont des choses positives, qui peuvent être positives. C'est quand même 40%, avec des variations, hein, vous le savez, en médecine, c'est un pourcentage très, très élevé. Quel que soit le nombre d'étudiants qui entrent en première année en médecine, en général c'est autour de 500, 600, il y a 180 places en deuxième année. Donc quoi qu'il arrive, il y aura un nombre d'échecs très haut. À la faculté de traduction et d'interprétation, c'est sur dossier. Donc évidemment, quand on a été accepté, en général, on réussit. Il y a déjà une sélection qui est faite à la base, donc il y a évidemment moins de taux d'échec en première année à la faculté de traduction et d'interprétation. Puis dans les autres, c'est 40, 50%. Voilà, c'est une moyenne. C'est une moyenne qui fait peur aux acteurs de l'université, qui fait peur au département des finances et qui fait évidemment peur aux étudiants. Et nous, on est là pour les aider. Puis on est financé par le rectorat, par l'université, pour aider les étudiants à ne pas échouer. Pourquoi on enseigne les stratégies d'apprentissage et pourquoi on se situe dans des programmes d'aide à la réussite? Et le programme général que j'anime s'appelle « Réussir ses études », donc il porte bien ou pas son nom, hein. Mais le but, pourquoi on s'est dit qu'on allait travailler sur les stratégies d'apprentissage, c'est que l'on sait maintenant, la recherche a montré depuis de très nombreuses années que les stratégies d'apprentissage sont un facteur de réussite ou d'échec. À côté de ça, il y a la motivation, il y a la quantité de travail, il y a les conditions de vie des étudiants hein, qui peuvent avoir un impact sur la réussite. Mais dans ce lot de facteurs, il y a les stratégies d'apprentissage. Si on sait comment apprendre, on a plus de chances de réussir. Donc, mon rôle, c'est vraiment de mettre l'accent
sur ces stratégies d'apprentissage. Pourquoi favoriser l'apprentissage autonome? Eh bien, au collège, mais encore plus à l'université, les étudiants deviennent responsables de leurs études et doivent être autonomes. Plus ou moins selon les facultés. En lettres, par exemple, on a moins d'heures de cours et donc plus de travail personnel à fournir qu'à la faculté, par exemple, des sciences, où il y a plus d'heures de cours, plus des labos, des séminaires. Ils ont environ 30 à 35 heures de laboratoire et de cours par semaine, contre 20 heures en lettres. Donc il y a peut-être moins d'autonomie de la part des étudiants qui demandaient. Néanmoins, ils doivent être autonomes dans la gestion de leurs études, dans la gestion de leur apprentissage. Il n'y a plus un prof qui va dire « je te repère, toi, au fond de la classe ou pas, essaye de faire comme ça, viens me voir ». Les étudiants doivent se débrouiller par eux-mêmes. Ils doivent se débrouiller pour rechercher de l'aide, ils doivent se débrouiller pour comprendre, ils doivent se débrouiller pour aller récupérer des polycopiés, savoir quels polycopiés ils doivent acheter, quels livres ils doivent lire, et ils doivent aussi gérer leur apprentissage. Comment est-ce que je fais le soir quand je rentre à la maison avec ma pile de feuilles de notes de cours, avec ma pile de livres? What happens? Il faut juste que je bouge la souris, voilà. Et tous les polycopiés qui vont avec, donc ils se retrouvent avec plusieurs piles. Et comment est-ce que je fais maintenant pour apprendre tout ça, pour maîtriser la matière et pour réussir mon année? C'est une grande question qui amène de vastes réponses et nous, on les aide vraiment à avoir des idées, à mettre en place des stratégies pour les aider à organiser cette matière, à l'organiser non seulement au sens géographique, bien rangée dans les bons classeurs, mais aussi à organiser la matière et l'apprentissage de toute cette matière. On a mis sur pied maintenant, l'année prochaine, ça fera 14 ans que ce programme existe, donc ce programme d'aide à l'apprentissage. Puis on a dû faire, je vous ai parlé pour l'instant de façon assez abstraite des stratégies d'apprentissage, on a regroupé différentes stratégies qui nous semblaient importantes sous le label Réussir ses études et on a créé 4 ateliers qui portent sur la mémorisation, préparation aux examens, prise de notes et gestion du temps. Et dans le cadre de ces 4 ateliers, on aborde un grand nombre de stratégies plus concrètes. Ces 4 ateliers ne sont pas tombés du ciel. Il a été dit tout à l'heure que Genève n'avait pas beaucoup d'avance sur l'autonomie. Eh bien, l'Université de Genève n'a pas beaucoup d'avance sur les stratégies d'apprentissage. Déjà dans les années 70, ce type de programme voyait le jour aux États-Unis avec des cours sur les stratégies d'apprentissage qui étaient, et qui sont toujours d'ailleurs, crédités. Donc c'est au programme de certaines universités d'avoir des cours sur les stratégies d'apprentissage. C'est normal, ça vaut des crédits, c'est récompensé. Donc en 2002, on n'était déjà pas très en avance. Un diagramme qui fait très peur, mais c'est pour vous expliquer un petit peu notre cadre théorique. Donc c'est l'apprentissage autorégulé. C'est pour ça que c'est... Alors, est-ce qu'il y a une petite... Oui, voilà. C'est notre cadre de base. Et puis, je vous ai imprimé une petite feuille. Hein, c'est juste pour que vous puissiez avoir ça en souvenir. C'est le cadre théorique sur lequel je me suis appuyée pour mettre sur pied les ateliers. Donc, c'est un cadre théorique très vaste, avec toute une partie, c'est la partie de gauche, qui concerne la motivation, et toute la partie de droite, les stratégies d'apprentissage. Alors, je ne vous fais pas plus peur avec ça, c'est vraiment toutes les thématiques. C'est quelque chose que j'ai fait sur la base de la littérature que j'ai lue. Puis, à un moment donné, j'avais besoin de mettre un petit peu des termes sur tout ça. Les petites étoiles, c'est les endroits spécifiques dans cette théorie sur lesquels nous, on se focalise dans les ateliers d'apprentissage. Un peu plus lisible, donc on a toute la partie motivation, et là, nous, on travaille éventuellement le but
des étudiants, pourquoi ils sont à l'Uni, quels sont leurs buts éloignés, c'est-à-dire qu'est-ce qu'ils veulent faire plus tard. On sait que ça a un impact de savoir ce qu'on veut faire dans la vie sur ensuite l'engagement dans les études. Quels sont les buts sociaux, pourquoi on est à l'université, est-ce qu'on a envie de socialiser, d'avoir des copains, est-ce que l'Uni c'est vraiment un deuxième monde ou est-ce que c'est un endroit où on doit aller péniblement. Et les buts scolaires, très important aussi, est-ce que je veux réussir, est-ce que je veux réussir pour avoir des bonnes notes, est-ce que je veux réussir pour faire plaisir à mes parents, est-ce que je veux réussir pour être meilleur que mon collègue. On a tendance à penser que c'est une moins bonne motivation, c'est une motivation quand même. Donc nous, on ne fait plus tellement la différence entre je veux réussir le droit parce que je veux être avocat très riche, c'est une motivation. Voilà. Elle est peut-être moins noble, entre guillemets, que je fais le droit parce que je suis passionnée par cette branche, mais c'est une motivation. Donc, sur la motivation, nous, on intervient assez peu parce que c'est beaucoup plus difficile, d'une part, à intervenir sur la motivation. C'est beaucoup moins concret. On intervient et on parle de motivation plutôt dans des rendez-vous individuels pour discuter avec l'étudiant sur sa problématique à lui. On a essayé de mettre sur pied un atelier sur la motivation il y a plusieurs années. C'était trop abstrait pour les étudiants, ça n'a pas bien pris. On va le refaire ce printemps on essayera de mettre des stratégies plus concrètes en termes de motivation au programme. Pour l'instant, c'est un domaine sur lequel on intervient assez peu. En revanche, et ça c'est la deuxième partie de mon grand tableau, on intervient, nous, sur vraiment les stratégies d'apprentissage. Stratégie affective, pas trop. Comment est-ce que je gère mes émotions? Comment est-ce que je gère mon anxiété? On délègue beaucoup ça au service de psychologie parce qu'ils proposent, eux, des ateliers. Ils ont pas mal de ressources pour ça. Et nous, on va intervenir beaucoup sur les stratégies cognitives. Je vais vous donner des exemples pour éviter les grands termes qui font peur. Stratégie cognitive, on intervient sur la sélection, la répétition, l'élaboration et l'organisation. Je vous montre des exemples tout soudain. On intervient sur les stratégies métacognitives. Comment est-ce que je planifie mon apprentissage? Comment est-ce que je contrôle ma compréhension et comment est-ce que je régule mon apprentissage si j'ai des problèmes? Et puis là, évidemment, je peux me réguler, je peux changer ma manière de faire si je suis capable de m'auto-évaluer. Donc, comment est-ce que je fais en tant qu'étudiant pour évaluer ce que je suis en train d'apprendre? Et aussi avec du feedback. Le feedback, c'est la note, mais c'est aussi discussion avec les responsables de programme ou les responsables pédagogiques que nous sommes. On aborde les métaconnaissances, c'est-à-dire la connaissance de soi-même, comment est-ce que je fonctionne en tant qu'apprenant, connaissance de la tâche, qu'est-ce que je dois faire, qu'est-ce qu'on attend de moi, connaissance des stratégies, comment est-ce que je peux faire les tâches qu'on me demande, et aussi connaissance du contexte, le contexte en l'occurrence universitaire, comment ça fonctionne l'université, c'est important de savoir comment ça fonctionne si on veut bien apprendre, et du contenu, qu'est-ce que le prof attend de moi spécifiquement. On n'enseigne pas les métaconnaissances, mais on les mobilise et on va à leur rencontre auprès des étudiants pour les rendre attentifs à ça et pour qu'ils prennent conscience de comment ils fonctionnent, qu'est-ce qu'ils doivent faire et quelles sont les stratégies qu'ils ont à disposition. Et nous, en enseignant les stratégies, là, on espère qu'ils vont augmenter leur connaissance des stratégies et avoir une plus grande conscience de cet aspect-là. Gestion des ressources, c'est une autre grande catégorie de stratégie d'apprentissage. Dans gestion des ressources, on entend par là la gestion du temps. Nous, on a vraiment un atelier qui porte sur la gestion du temps. La gestion de l'environnement, concrètement, je travaille où pour travailler le mieux possible? Dans le hall d'une IMAI ou dans une chambre aérée, éclairée et calme? On n'a pas de grande théorie à leur faire, ça tombe souvent sous le sens, mais on les sensibilise quand même à ça parce qu'encore à l'université, des étudiants pensent qu'ils peuvent mémoriser avec la télé allumée et le portable qui sonne toutes les 2 minutes. Et ça, c'est pas impossible, mais ça complique quand même drôlement la tâche.
Et la gestion des ressources humaines, ça compte aussi, c'est qui j'appelle, à qui je demande de l'aide si j'ai un problème. Il y a des secrétariats, il y a des conseillères aux études, il y a des conseillers pédagogiques, il y a des professeurs, il y a des assistants, il y a des mentors, il y a des moniteurs. Il faut les mobiliser. Certains ne sont pas très disponibles, c'est la critique des étudiants, mais ça c'est comme la vie humaine en général. Il y a des gens qui sont sympas, puis il y a des gens qui sont moins sympas. Donc il y a des profs qui sont sympas, puis il y a des profs qui sont moins sympas. Ça, c'est comme ça. Mais il faut apprendre à voir où se trouve l'aide humaine possible à l'université et il faut aller à la recherche de l'aide. Voilà, donc nous, notre accent, encore une fois, c'est les stratégies d'apprentissage, enseigner les stratégies d'apprentissage aux étudiants, les aider à prendre conscience de ces bonnes stratégies et faire en sorte que, semaine après semaine, jour après jour, au terme d'une journée de travail à l'Uni, au terme de leur cours, avec l'ensemble de la matière, et il y a énormément de matière, qu'ils puissent bien la travailler de façon autonome et qu'ils puissent viser la réussite de leurs études. Maintenant, qu'est-ce que ça veut dire ces termes barbares de sélection, de répétition, d'élaboration et d'organisation? Donc je découpe encore un petit peu plus mon schéma. La sélection, la répétition, l'élaboration et l'organisation. La sélection, c'est quelque chose d'assez simple. C'est sélectionner, j'ai pris l'exemple là d'une prise de notes faite durant un cours. Durant un cours, je sélectionne ce que j'ai envie de retenir de ce que le prof me dit. Et là, c'est un non-exemple, parce qu'il n'y a pas de sélection qui a été faite. Donc ça, c'est l'exemple d'une prise de notes où l'élève, c'est pas grave si vous pouvez pas lire le contenu de la bataille de Morgarten, pour autant que ça nous intéresse encore. C'est vraiment pour vous montrer que là, il y a aucune stratégie qui est appliquée durant le cours. On ne sélectionne même pas. La sélection étant une stratégie basique. Là, il y a une sélection qui a été faite. Donc nous, quand on enseigne la stratégie de sélection, quand on veut sensibiliser les étudiants à la sélection, on leur dit, pendant un cours ou quand vous lisez, il faut aller à la recherche des informations que vous voulez retenir. Ce n'est pas tout, mais il faut sélectionner. Là, on est juste dans la sélection avec un début d'élaboration. Pourquoi? Parce qu'il y a des mises en évidence quand même qui sont faites. Il y a des petites abréviations qui sont utilisées, il y a de l'espace qui est laissé, il y a des regroupements d'informations. Donc là, on commence à élaborer un petit peu la matière. Je vous dirai après ce que c'est vraiment précisément l'élaboration. Là, on va vers plus de sélection encore et on a élaboré. Il y a une structure qui a été donnée, il y a des mises en évidence très claires. Donc nous, quand on travaille la sélection et l'élaboration dans une prise de notes avec les étudiants, on leur dit il faut qu'on voit la structure, il faut qu'on voit ce qui est important, il faut qu'il y ait de l'aération, qu'on puisse respirer quand ensuite on mémorise. Et surtout, c'est en lien avec la mémorisation, c'est qu'un contenu de ce type, bonne chance pour le mémoriser. Un contenu de ce type, quand on va mémoriser, on va déjà se dire la bataille de Morgarten, c'est où, c'est quand? Quelles sont les causes? Il y en a 2. Donc quand je mémorise, je vais dire quelles sont les causes? Il y en a 2. Et ensuite, on va dans le détail. Donc là, on a élaboré et on apprend aux étudiants vraiment à appliquer de la structure dans leurs notes, à sélectionner des informations et à les mettre en évidence d'une certaine manière. La répétition, c'est quoi répéter? Alors la sélection, c'est vraiment je sélectionne des bouts d'informations. Ça ne veut pas encore dire qu'on comprend. Ça ne veut pas encore dire qu'on comprend. On sélectionne. Répéter, alors on connaît la répétition dans la mémorisation, répéter, 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 répéter. Appliquer à une prise de notes, la répétition, c'est simplement garder ce que le prof a dit. Donc j'écris la même chose que ce qu'il a dit, je répète sur ma prise de notes. Et puis dans une prise de notes sur un livre, répéter, c'est souligner basiquement des informations dans le livre. On ne fait rien encore quand on fait ça. C'est une stratégie
basique, c'est une stratégie tout de même, mais qui ne va pas encore servir à beaucoup de choses du point de vue de la mémorisation et de la compréhension. Mais néanmoins, ce sont des exemples de stratégies. Donc nous, quand on travaille la répétition, on dit, si vous voulez vraiment rester sur le livre, si vous voulez vraiment rester que avec de l'ombrage ou du soulignement, faites-le, mais faites-le au moins en se disant, je sélectionne quoi? Je souligne quoi? Plutôt que de lire et de tout souligner. Puis après on se dit, mais en fait il n'y avait pas tout, donc je prends une autre couleur, puis je refais, ouais, mais en fait non, il n'y avait pas tout, puis je refais avec une couleur plus foncée. Ça peut être une stratégie, mais qui doit être utilisée de façon sélective. Je lis d'abord, je me dis qu'est-ce qu'il y a d'important et ensuite je vais souligner l'idée principale. Là, nous sommes dans la répétition. Voilà un exemple, c'est à partir d'un support écrit, un exemple d'une étudiante avec laquelle nous avons travaillé pour aller vraiment vers la sélection des informations qui sont importantes et leur élaboration. Là, pas d'élaboration, je reste scotché au livre et là, je fais un résumé qui m'arrange, je mets en évidence des têtes de chapitres, je pose des questions et ensuite je fais un résumé qui répond aux grandes questions que je trouve dans le livre. Donc la sélection, c'est sélectionner des portions. La répétition, c'est rester collé en répétant soit ce que le prof a dit, soit dans le résumé, je répète exactement les mêmes phrases du livre. Et l'élaboration, on tend à faire des liens, à mettre en évidence la structure. J'élabore. C'est comme ça qu'on entend cette stratégie. Je fais des liens avec ce que je connais déjà, je paraphrase, j'explique à d'autres étudiants, j'élabore, je fais déjà un travail plus en profondeur. Autre exemple d'élaboration, vous voyez là je vous passe assez vite maintenant plusieurs exemples sur la base d'un cours. Et dernier exemple, sur la base d'ailleurs du même cours, un exemple d'organisation. Et maintenant on arrive à la stratégie haut niveau. L'organisation c'est quoi? C'est je prends un grand ensemble de matières et je réorganise à ma façon pour comprendre et ensuite mémoriser. Donc nos 4 stratégies de base, les stratégies cognitives que nous travaillons, c'est un peu sélection, un peu répétition, mais surtout élaboration des documents, de la matière et organisation. On sait maintenant, la recherche a montré que élaboration et organisation sont bien plus en lien avec la réussite que la sélection et la répétition. Sélection et répétition, nous on dit que c'est des stratégies de surface, c'est-à-dire qu'on reste à la surface, il n'y a pas forcément de compréhension en profondeur. Élaboration et organisation, on va en profondeur. D'autres exemples, brièvement, organiser, ça s'appelle du mind mapping, ou arbre conceptuel, arbre de connaissances, concept mapping, il y a 14 mots pour dire la même chose. Autre exemple d'organisation, c'est vraiment des étudiants qui ont fait tous ces exemples, regrouper la matière dans des tableaux. Alors il a quasiment réécrit un livre, cet étudiant, mais c'est un autre exemple d'élaboration et d'organisation de la matière. Autre exemple d'organisation et d'élaboration, je lis un bout d'un livre ou mes notes et à côté, mon résumé, je le fais sous forme de questions-réponses. Qu'est-ce qu'il y a dans ce premier paragraphe? Je pose une question et j'y réponds. Quelles sont les 2 grandes catégories d'arguments pour répondre à la question? Catégorie sociologique, catégorie psychologique. Quels sont les arguments en faveur de l'intégration des personnes en éducation spéciale? 4 arguments, j'y réponds. Ça va vite, ces exemples, mais j'espère que vous avez compris maintenant ces 4 stratégies cognitives sur lesquelles nous travaillons. Et très brièvement, nous travaillons aussi sur la planification, le contrôle et la régulation. La planification, c'est maintenant qu'est-ce que je fais et quand? Comment est-ce que je travaille? Qu'est-ce que je veux faire avec ce cours? Qu'est-ce que je veux faire avec ce résumé? Comment est-ce que j'organise la matière? Le contrôle, c'est qu'est-ce que j'ai compris? J'ai lu, ok, j'ai compris quoi? Le contrôle de la compréhension, il est à faire en permanence.
Et la régulation, c'est-à-dire si ma stratégie ne fonctionne pas, si je ne comprends pas, qu'est-ce que je fais maintenant pour que ça aille mieux? Et la dernière chose, c'est la gestion des ressources, et je vous montre aussi brièvement quelques exemples, et je m'arrêterai là sur la gestion du temps, qui a un grand poids, évidemment, dans l'organisation au sens large des études et qui est importante pour les étudiants. Qu'est-ce qu'on fait en gestion du temps? Eh bien, on les encourage à prévoir, sur leurs 24 heures, à prévoir un nombre d'heures qu'ils vont attribuer à une certaine catégorie. Là, l'étudiant a prévu 1 heure de sport. Il a prévu 8 heures de sommeil. Il a prévu manger pendant 3 heures, suivre des cours pendant 4 heures et étudier 4 heures aussi. Ça, c'est ce qu'il a prévu. Et ensuite, ce qui est très intéressant en gestion du temps, c'est de dire qu'est-ce que j'ai vraiment fait? Alors là, ce qui nous intéresse, c'est bien sûr ce qui concerne les études. J'avais prévu 4 heures d'études et j'ai étudié que 2 heures. C'est important pour rendre autonomes les élèves qu'ils se rendent compte de la différence entre ce que je veux faire, ce que j'imagine qu'il va être possible de faire et ce que je fais vraiment. C'est le point de départ de la gestion du temps. Deuxième chose qu'on encourage, c'est de remplir ces grilles. Alors là, on a de nouveau une ribambelle d'activités, la détente, l'exercice, le sommeil, les repas, mais aussi cours, séminaires, lectures et révisions. Puis on leur dit, sur une semaine, remplissez chaque soir le nombre d'heures que vous avez attribué à chacune de ces catégories. Première chose qu'on remarque, les jours ont rarement 24 heures. C'est toujours biaisé. On dit, j'ai étudié 4 heures, en fait c'était 2 heures. J'ai téléphoné 20 minutes, en fait c'était 1 heure. Ou alors j'ai étudié au moins pendant 5 heures, et puis en fait c'était 8, parce qu'on s'est complètement endormi sur les cours. Et puis à la fin de la semaine, on leur dit, voilà, faites le pourcentage, appliquez une règle de 3, et prenez conscience de combien de temps vous avez vraiment consacré à vos études, et combien de temps vous avez vraiment consacré à la détente. Il y a des bonnes et des mauvaises surprises. Certains étudiants se rendent compte qu'ils ont plus travaillé que ce qu'ils imaginent. C'est bien. Et puis certains se rendent compte qu'ils travaillent beaucoup moins que ce qu'ils imaginent. Et la dernière chose, c'est qu'on leur apprend à construire un planning qui fonctionne pour qu'ils puissent s'organiser eux-mêmes, tout seuls, chez eux. Un planning standard, on met d'abord tous les moments où on est sûr qu'on ne va pas travailler. On met ensuite les moments où on est sûr qu'on ne révisera pas parce qu'on est en cours, par exemple. On met les moments qu'on attribue, par exemple, au repas, où on est sûr. On met les moments qu'on attribue à la détente ou au transport. On est sûr qu'on ne révisera pas. C'est une première base pour rendre autonomes nos étudiants et qu'ils puissent contrôler leur apprentissage, c'est de prendre conscience du temps qu'ils ont vraiment pour réviser. C'est pas j'ai 24 heures dans la journée, c'est pas vrai. Il y a 8 heures consacrées au sommeil, il y a de toute façon un temps qu'on consacre à manger, du moins on les encourage en tout cas à continuer à manger. Il y a un temps dans les transports et il y a un temps où on va faire du sport parce qu'on sait qu'on fonctionne bien comme ça et que ça nous fait du bien. Donc on crée des plannings réalistes. Ensuite, on sait qu'on ne travaille pas le samedi après-midi, on sait qu'on ne travaille pas le mardi, jeudi, ça se passe toujours comme ça, on le sait. On identifie petit à petit tous les moments qui nous restent vraiment. Et ensuite, on va identifier les moments où on est vraiment efficace. Comme ça, si on veut travailler stratégiquement, il faudra faire les bonnes choses au bon moment. Là, c'est les moments où il y a quand même des moments où on est très efficace. Et puis, il y a ensuite des moments où on est moins efficace, mais qu'il faudrait travailler. Et la dernière étape, c'est qu'est-ce que je fais à quel moment? Et là, on devient autonome au niveau de la gestion du temps. Là, c'est des exemples de tâches, ça ne veut rien dire de spécifique. Les étudiants se rendent compte qu'ils peuvent déjà beaucoup travailler, que s'ils font les tâches au bon moment, ils deviennent très efficaces, et ils se rendent compte, incroyable mais vrai, qu'ils ont encore du temps à disposition. Et ce temps, on le laisse libre,
c'est la planification des imprévus. Quand on planifie les imprévus, quand on planifie sa semaine, on se rend compte à la fin de la semaine qu'on a travaillé, qu'on a avancé dans les tâches. Et si on applique ensuite les bonnes stratégies, on espère que l'apprenti, l'apprenant, l'élève va réussir, va mobiliser les ressources dont il dispose et va réussir son année. À côté de ça, il y aura toujours des compétences de base. Si on a de grosses lacunes, c'est plus difficile. Et il faudra quand même toujours consacrer du temps. Il y a la quantité aussi et pas que la qualité. Et puis après, il y a nos chers amis les professeurs qui sont plus ou moins bons, plus ou moins aidants. Voilà. Il y a un tas de facteurs évidemment qui contribuent à la réussite de l'élève. Mais nous, on se focalise vraiment sur les stratégies pour les aider à réussir. Presque gérer mon temps. Presque. Je gère très mal mon temps, en général, pas dans les cours, mais dans ma vie professionnelle. Je procrastine énormément, à savoir que je remets beaucoup au lendemain ce que je pourrais faire le jour même. Donc on revient toujours à cette idée de cordonnier mal chaussé. Voilà. Merci pour votre attention. Oui. 400, à peu près entre 4 et 500 étudiants par année viennent nous voir. C'est comme pour toujours, c'est ceux qu'on aurait le plus besoin qui viennent par vous voir. Exactement. Alors, on essaye de communiquer énormément pour attirer notre cible, ceux qui en ont besoin. Comme toujours et comme dans toutes les autres villes du monde et autres universités, il y aura toujours ceux qui sont déjà bons et qui veulent encore être meilleurs, qui auraient en théorie pas besoin de nos conseils, mais qui en bénéficient quand même, ça les rassure aussi. On essaye, et là on a quand même une grande population, maintenant les études se complexifient, c'est de plus en plus difficile pour les étudiants. Il y en a beaucoup qui ont besoin de juste de petites stratégies pour se mettre en route, donc ils bénéficient beaucoup. Et puis il y a, c'est pas gentil ce que je vais dire, mais les vrais mauvais, qui resteront mauvais parce que les mauvais ils voient même pas qu'il y a des aides et puis ils sont encore persuadés qu'ils sont pas mauvais et puis après quand ils ratent c'est de toute façon l'examen qui était trop dur et le prof qui était trop nul. Alors justement ça me donne une magnifique transition avec la seconde remarque, enfin cette remarque, c'est pas une question, c'est qu'il me semble savoir en 50 métiers qu'il existe des ateliers identiques développés par exemple au collège Calvin, je ne sais pas si ça se fait encore, je ne suis plus, et puis qui viennent d'être mis en place depuis quelques années chez nous. Et c'est ce qu'on appelle des méthodes de travail, parce qu'en fait, ce que vous faites, c'est de la méthode de travail. Oui, tout à fait. Et je crains que les étudiants, entre guillemets, mauvais, qui ne viennent pas vous voir à l'université, c'est déjà ceux qui, au collège, n'ont pas fréquenté ces bons ateliers. Probable. Par exemple, au collège Calvin, un spécialiste de méthode de travail, maintenant à la retraite, mais qui fait un travail extraordinaire, avec un faible pourcentage d'élèves qu'il a aussi à sauver grâce à des méthodes de travail. Alors je me demande si le problème n'est pas un déficit, c'est peut-être pas un déficit de méthode de travail au collège, mais c'est justement ça, c'est le problème souvent qu'on retrouve les mêmes élèves qui n'ont pas su s'organiser au collège, peut-être pas à l'école primaire non plus, ni l'étudiantation, et qu'on retrouve à l'université. Oui. Ça c'est la première remarque. Et la seconde remarque, c'est que on faisait cette remarque au groupe de français en préparant la séance. En fait, il nous a semblé que ça demanderait de la part des enseignants et des élèves beaucoup plus de travail d'accompagnement avec eux et non pas de travail au cours. C'est-à-dire qu'en tout cas au début, il me semble qu'on devrait ajouter des heures d'enseignement aux méthodes de travail et non pas leur demander d'aller faire ça tout seul face à un ordinateur ou quoi que ce soit. Et ce qui me frappe dans ce que vous dites, c'est qu'il faut vraiment les accompagner au sens physique du terme, leur mettre le bras sur l'épaule en disant mais comment tu organises ta matière, comment tu réorganises, comment tu élabores ta prise de notes. Parce que si on ne le fait pas, ils ne seront pas plus intelligents chez eux tout seuls. Exactement. Ça, c'est un paraît important. Alors, ce que vous dites, c'est très important. Le petit problème qu'on a avec les méthodes de travail toujours, c'est le transfert ensuite dans la vraie vie et dans les cours. Et nous, on travaille beaucoup dans ce sens, avec plus ou moins de réussite. C'est que on aimerait, enseigner les stratégies, ça marche et ils le font, parce qu'il y a des vraies stratégies qui existent, et ça, il y a des vrais professionnels
qui sont spécialisés dans les stratégies d'apprentissage. Mais ça ne prend pas 6 ans. Donc enseigner la stratégie et après qu'elle soit reprise par les profs par exemple. Ce n'est pas forcément des grandes choses, mais on peut laisser 5 minutes à la fin d'un cours en disant maintenant je vous laisse 5 minutes, poser une question qui pourrait venir à l'examen sur ce que je viens de vous dire, ou essayer d'identifier un élément important dans mon cours, ou alors n'oubliez pas, commencez à réviser ce soir, reprenez votre planning pour la semaine prochaine, juste qu'il y ait un lien entre ce qu'on fait au niveau stratégique et ce qu'on fait ensuite au cours. Ça demande d'être convaincu en tant que prof, ça demande pas forcément beaucoup de temps, mais juste des piqûres de rappel et laisser ensuite un petit peu le temps aux étudiants d'aller dans ce sens. L'autonomie, on va viser ça dans les étudiants autonomes. C'est pas leur laisser plus de temps pour qu'ils se débrouillent, les rendre autonomes. C'est leur donner des outils et puis ensuite les encourager à utiliser les outils jusqu'à ce que ces outils soient automatisés et ensuite l'étudiant peut s'organiser. Oui, mais surtout dans la transition entre il faut leur les rendre autonomes, les pistes grises, tu sais, des compétences, puis des mises en pratique des compétences, on a laissé la liberté. Aucune recette en gros, impensable, aucune recette miracle. Alors, les étudiants pensent encore que s'ils vont faire tout ça, ils vont réussir, mais il n'y a pas de recette miracle, la stratégie n'est pas une recette. C'est une méthode qu'il faut s'approprier et qu'il faut s'approprier en fonction de la stratégie, de la tâche, de la demande du prof et de qui on est, de ce qu'on aime. Oui. J'ai juste une question sur les modalités d'organisation de ces ateliers. Est-ce que vous proposez les modules à des dates fixes et les étudiants viennent tous en même temps? Alors c'est sur inscription. On propose plusieurs fois au début de chaque semestre, enfin un grand nombre de fois, les mêmes ateliers, sur des jours différents, à des horaires différents, et chaque atelier c'est 2 fois 90 minutes. Donc prise de notes c'est 2 fois 90 minutes, gestion du temps c'est 2 fois 90 minutes, donc 2, 4, 6, 8. Si un étudiant participe à tous les ateliers, il viendra 8 fois au total 90 minutes. Mais chacun fait l'atelier, il peut en faire 1, 2, 3 ou 4, et puis il choisit en fonction des créneaux. C'est sur inscription électronique. Les places sont limitées. Ça, c'est une très bonne idée pour qu'on pourrait introduire chez nous. Oui. Et facultatif, c'est important parce que si on les oblige, on retombe toujours dans les mêmes choses. Ils viennent, mais ils traînent les pieds, ils sont moins investis. Donc, pour rebondir en fait sur la suite de ce que tu disais, Sonia, parce que tu as parlé des ateliers qu'on mettait en place au collège Calvin, je peux confirmer qu'ils sont toujours, je fais partie du groupe de ceux qui les ont mis en place. Alors on a évolué depuis, ça fait 3 ans qu'on les fait. On s'était largement inspiré, je vous avais contacté justement à l'époque pour les mettre en place, donc c'est exactement les mêmes thématiques. Actuellement on est sur on va dire quelque chose qui est plus mature, on propose un atelier à chaque, c'est toujours facultatif, comme vous l'avez dit, obliger les élèves ne marche pas très bien, et on a un peu triché parce qu'on a un petit peu obligé les élèves en communiquant à leurs parents les dates des ateliers, et autant dire que c'est les parents qui ont inscrit les élèves. Quand on intervient dans les collèges, c'est comme ça aussi. L'information est donnée aux parents, puis les parents... Voilà, c'est ça le truc, mais effectivement actuellement on est sur le modèle où on a 4 ateliers de 120 minutes. On les redonne au 2e semestre, et là en général au 2e semestre, c'est les élèves qui eux-mêmes ont choisi, qui sont d'échec, qui sont de raison de y participer, mais c'est comme ça que ça marche. Et effectivement, essayer de forcer les élèves, ça marche jamais. On essaye aussi d'inspirer les autres enseignants au collège Calvin à essayer de mettre quelque chose au contenu dans leur cours, c'est pas trop pratique. Voilà, alors oui, j'encourage clairement le COLBAD à trouver d'autres solutions ou d'autres, et on est à disposition en tout cas au collège Calvin si jamais. Sur les mesures d'efficacité, il y a des retours, il y a des statistiques, une mesure d'efficacité. Alors nous, on a un questionnaire sur les stratégies d'apprentissage qu'on fait passer avant et après. On a une augmentation en termes de stratégie, c'est-à-dire que la motivation augmente, les stratégies de gestion du temps augmentent, sont meilleures. Avec le bémol, c'est toujours du self-report, c'est-à-dire l'étudiant dit ce qu'il pense faire.
ça ne veut pas encore dire qu'il le fait vraiment, parce qu'il y a toujours ce phénomène de désirabilité sociale. Je réponds ce que je pense qu'on attend que je réponde. Donc ça, c'est le problème des questionnaires. C'est pas notre problème à nous, mais c'est reste l'étudiant qui se positionne. Donc là, ça augmente. On n'a pas, alors nous, on n'a pas accès, on n'a pas le droit d'avoir accès aux notes pour faire des statistiques. On peut demander aux élèves qui nous fassent un feedback, mais ça, souvent, c'est rare. On a 30% en général d'étudiants qui reviennent en disant, en général, ils disent merci, trop bien, j'ai fait 6, c'est génial. Puis ils reviennent s'ils ont raté. Mais on n'a pas des statistiques au niveau des notes. C'est un projet de thèse qui va débuter cette année. Est-ce qu'il y a en revanche l'idée d'éventuellement motiver par des incitations appuyées des élèves qui sont en échec, par exemple à la fin du premier semestre, quand il y a des facultés qui ont des examens à la fin du premier semestre, où on a des résultats ou des trucs pas obtenus, ou à la fin d'une première année qu'il faut refaire. Est-ce que dans ce cas-là, il y a une incitation, une aide d'accompagnement, de résultat des notes, les inviter à y aller, parce que je connais quelques étudiants, je ne suis même pas sûre qu'ils sachent que... Non, effectivement. Alors, maintenant, il y a plus tout se fait de manière électronique, les résultats des examens, par exemple. Donc, nous, on essaye d'avoir une grande présence sur Internet et d'être visible. On va dans les cours, en début de semestre, et ça marche très très bien, hein, leur rappeler ce qu'on fait, parce que souvent, ils voient mes prises de notes, ça dit rien, de gestion du temps, ils ne savent pas. Donc, on va vraiment, on insiste, hein, on va dans les cours, on leur parle, on dit ce qu'on fait, on les invite à venir. Ça suffit pas encore toujours. Les conseillères aux études sont un bon relais. Par contre, on n'a pas le droit. On avait pensé à mettre, à l'époque des lettres, encore un petit truc rappelant l'existence. On n'a pas le droit de cibler, parce que c'est confidentialité des données. Nous, on n'a pas le droit. On sait, on peut savoir avec des discussions qui est en échec, mais on n'a absolument pas le droit de cibler les étudiants en échec. On n'a pas le droit à avoir leurs notes. Alors il faudrait donner à tout le monde, et puis on en revient dans le cas toujours, c'est qu'on fait l'information, puis après on n'a pas forcément ceux qui devraient venir. Je voulais vous demander s'il y avait une traduction en fait, de vos stratégies dans la manière d'évaluer les élèves. Est-ce qu'on passe toujours des épreuves standards, est-ce qu'il y a d'autres méthodes? Ça, c'est le grand sujet qui est en train de devenir très fort quand on travaille sur l'autonomie des élèves. C'est bien joli. Et il y a encore un scientifique qui nous l'a dit il y a 2 semaines, c'est super travailler l'autonomie, mais si on a des sujets, faut-il vraiment être autonome? Il n'y a pas de... Pour l'instant, il faudrait, dans le monde merveilleux de Candy, il faudrait avoir des enseignants qui l'appliquent, et puis avoir des modalités d'évaluation qui rendent compte de cette autonomie gagnée, de ces stratégies d'apprentissage appliquées. Je ne peux pas encore forcément montrer un lien. Personnellement, je ne sais pas ce que je fais, c'est que j'envoie des consignes suivant la difficulté, 1 semaine, 2 semaines, voire 1 mois avant la date de révision. Et puis, moi, je considère ça comme des devoirs notés. Je donne des documents, ou alors je directement des questions auxquelles ils doivent répondre. Et puis, l'élève va vers la matière. Oui. Il a le temps de s'organiser. Ouais. C'est un autre mode d'évaluation. Mais il faudrait aller, il faudrait que, et c'est l'idée des classes inversées qui ont vogue maintenant et qu'on essaye de privilégier, c'est que c'est l'élève qui va aller vers la matière et c'est pas la matière qui lui tombe dessus. Alors, tout ce qui sera fait de la part d'un enseignant ou d'un accompagnant pour encourager l'élève à aller vers la matière, que ce soit sa modalité d'évaluation, va dans un sens tout à fait positif. Je pense en ce qui concerne si on veut, la division des tâches entre ceux qui enseignent les méthodes d'apprentissage et puis les enseignants eux-mêmes dans le cours, c'est vrai qu'il y a des compétences transversales et qu'il faut les enseigner comme telles, mais je pense que c'est vraiment important ce que vous disiez par rapport au fait que ça soit qu'il y ait des rappels relayés dans les cours. Pas forcément juste, enfin je pense que c'est bien de penser à faire 5 minutes de temps en temps, mais je pense que si on pouvait nous-mêmes
intégrer plus systématiquement ça dans les cours. Et je pense qu'une incitation à le faire, parce que nous on essaye d'y penser aussi, faire prendre conscience aux élèves du sens qu'ont les exercices quand ils font les exercices, donc ils les fassent automatiquement, mais leur faire se poser des questions sur les objectifs par exemple. Mais il me semble que si on intégrait la maîtrise des stratégies d'apprentissage liées à chaque discipline, enfin plus spécifiques aux disciplines, dans les plans d'études, on aurait une plus grande incitation pour les profs à faire de la place pour ça dans le programme. Et je trouve qu'on devrait, en tout cas pour ce cas, je pense qu'on pourrait quand même y réfléchir. Moi je pense que c'est comme ça que ça marchera, parce que si on attend que éventuellement un prof ait envie, ça va pas. Il faut avoir des relais plus grands. Il intègre plus de compétences. Voilà. Alors, merci beaucoup pour cette première présentation très très riche et très très utile.